écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin. Madame, monsieur, c'est à vous. Et c'est une première. Bienvenue à Fleur Pellerin. Merci. Parmi nous. Bonjour. Bonjour. Ça n'a pas tardé, la réforme du collège va être appliquée. Le décret est donc paru ce matin au journal officiel. Tous les opposants peuvent s'époumoner, la caravane passe. La caravane passe parce que la réforme est nécessaire, mais néanmoins, les opposants ou ceux qui contestaient le bien fondé de cette réforme ont été entendus, puisque la ministre de l'Éducation nationale a décidé de confier un certain nombre de missions au Conseil supérieur des programmes. Vous ne pouvez pas attendre un jour après la grève des enseignants. C'est une manière de montrer votre respect à leur égard. C'est pas une question de respect. Il y a eu de l'écoute. La ministre a pratiqué le dialogue et l'écoute. Elle a d'ailleurs saisi le Conseil supérieur des programmes pour travailler sur la question des langues anciennes qui posait problème. Elle a expliqué pendant de nombreuses semaines à la fois les motivations et les effets attendus de cette réforme. À un moment, il y a une décision à prendre. Cette décision a été prise. Vous pensez qu'il faut imposer les réformes pour guérir le corporatisme et la maladie du statu quo en France? Mais à un moment, il faut décider. Il y a eu plusieurs semaines, un mois même de discussions, d'explications, de pédagogie autour de cette réforme. Il faut ensuite continuer à discuter sur un certain nombre de points qui posent problème. Encore une fois, l'enseignement des langues anciennes, le programme pourront être discutés. Mais ça, c'est autre chose. Oui, non, mais ça c'est sera important la de du dire. Des et donc, programmes. à un moment, il y a mais ça ressemble à de la nécessité. provocation. Il y a un une passage en force. Il y a une nécessité de décider. Ce n'est pas une provocation, c'est juste la mise en œuvre de réformes qui sont nécessaires pour rétablir davantage d'égalité. Le niveau de l'école est en train de baisser depuis plusieurs années. On a année après année, il y a des enquêtes PISA qui montrent que si l'on ne fait rien, le niveau baisse en langue, le niveau baisse en maths, le niveau baisse en français. Et donc, il est normal de pouvoir proposer des réformes. Vous allez avoir des réactions dans toute la l'intérêt des enfants. journée. Pour François Bayrou, le recours, c'est une manifestation nationale. Oui, voilà. On peut toujours manifester et préférer ne rien faire plutôt que d'agir. Voilà, je crois que nous avons le courage d'agir et nous l'avons fait en ayant écouté les uns et les autres et en ayant agissez dans d'autres secteurs et en ayant consulté aussi les enseignants. Aujourd'hui, sur votre territoire, avec Manuel Valls, vous allez réunir à Matignon les 30 signataires de ce que vous appelez le pacte de la culture qui conclut avec les mairies et les agglomérations. Il s'agit, si j'ai bien compris, de contrats de 3 ans, à condition que ces mairies ne réduisent pas l'argent consacré à la culture et à l'éducation artistique. Et par exemple, ça veut dire que vous essayez de sauver les 150 festivals qui étaient menacés ? Alors, ça veut dire qu'à un moment où les collectivités territoriales doivent faire un certain nombre d'économies, moi j'ai souhaité leur dire 11 milliards en 3 ans. Moi j'ai souhaité leur dire ne sacrifiez pas la culture, parce que la culture, c'est ce qui crée du lien, c'est ce qui donne des perspectives à la jeunesse, c'est ce qui permet aussi de se construire un regard critique sur le monde qui nous entoure. Et donc, il ne faut pas tailler dans ces dépenses et risquer de le regretter dans les années qui viennent. Et en échange, je leur dis, moi, État, je m'engage à vous accompagner pendant 3 ans. Et ça, c'est important parce que ça donne de la visibilité aux acteurs culturels qui sinon d'année en année ne savent pas si leur budget va être reconduit. Et donc je stabilise mes dépenses culturelles dans le territoire de cette ville ou de cette agglomération pendant les 3 prochaines années et ça permet d'avoir de la visibilité sur le moyen terme. Et c'est vous leur très demandez sécurisant. À eux de faire des économies et vous leur offrez en échange de la visibilité. Non, c'est-à-dire que je leur dis c'est-à-dire que je leur dis maintenez vos investissements dans la culture pendant les 3 prochaines années, c'est-à-dire ne réduisez pas vos dépenses culturelles. Mais qu'est-ce que vous leur donnez en échange ? Le ministère de la Culture vous s'engage pendant 3 ans. On leur donne de la visibilité. C'est quoi ça, la visibilité ? Mais d'habitude, on négocie le budget année par année. C'est-à-dire qu'un festival, une institution culturelle doit chaque année remettre les compteurs à zéro et se dire peut-être que ma subvention ne viendra pas cette année. Ce ne sont pas les mairies qui financent les festivals ou très peu. Ce sont d'abord les régions. Les collectivités locales, mais ce n'est pas du tout l'État. Qui ne sont pas aidés, Donc ce sont les collectivités locales qui financent pas seulement les festivals. Il y a beaucoup d'institutions à faire vivre. Il y a des labels, il y a des scènes nationales, il y a des théâtres, il y a des opéras. Vous dites 3 ans, c'est-à-dire à partir de la date de la signature. C'est-à-dire 2015, 2016, pour ceux 2017. qui sont signés maintenant, mais pour ceux qui sont signés l'année prochaine, ce sera 3 ans à partir de cette année. De l'année mais je compte en signer jusqu'en 2017, bien sûr. C'est-à-dire que vous prévoyez la victoire de la droite après ? Je prévois qu'il y a une continuité de l'État et que les engagements qui seront pris sont tenables. Si la droite gagne, s'il y a une alternance, qu'elle fasse la même chose. Ce sont des dépenses pour lesquelles je dispose des crédits et donc je compte qu'il y aura une continuité de l'État. Vous accordez donc des subventions, vous offrez, etc. Est-ce que la culture, c'est l'addition de clientèle, madame ?
Ce n'est pas l'addition de clientèle. Je crois que c'est un engagement pour des valeurs qu'on partage. Par exemple, dans ces pactes, il n'est pas seulement question d'argent. Moi, je crois que l'argent, c'est important pour défendre des projets avant tout. Et donc, il est question aussi d'un certain nombre de valeurs que nous respectons. Par exemple, le fait pour une collectivité de respecter la liberté de programmation. Attendez, c'était très important. Oui. La liberté de programmation des institutions culturelles, de ne pas s'ingérer dans la politique de programmation des institutions culturelles, de s'investir dans l'éducation artistique et culturelle pour garantir le plus large accès à la culture. Donc, ce sont des valeurs partagées avant d'être de l'argent. À la ministre de la Culture, quel est le projet symbole de Fleur Pellerin ? Mais il n'y a pas de projet symbole au sens où ce n'est pas une construction, ce n'est pas de l'immobilier. L'ambition, quelque chose de fort pour tous les Français, en dehors des mots. L'ambition, c'est de réussir vraiment, etc. C'est de réussir vraiment la démocratisation culturelle, qui pour le coup, lorsqu'on regarde les chiffres, on regarde comment on accède aujourd'hui à la culture, qui va à l'opéra, qui va à la Comédie Française, qui va dans les théâtres nationaux, les théâtres régionaux, ça ne change pas beaucoup, exactement. Eh bien, c'est ça qui ne me convient pas. Et moi, je souhaiterais aujourd'hui, et c'est pour ça que je mets l'accent d'ailleurs beaucoup sur le déploiement des politiques culturelles dans les quartiers de politique de la ville, par exemple. Je veux accéder, je veux m'occuper des publics qui sont les plus empêchés, Cannes, qui sont les plus éloignés de la culture. À Cannes, Manuel Valls s'est fait applaudir et vous étiez à ses côtés avec cet aveu, baisser le budget de la culture au début du quinquennat était une erreur. Est-ce que c'est pas facile de faire un mea culpa tardi sur la poitrine des autres, de Jean-Marc Ayrault et d'Aurélie Filipetti? Manuel Valls a dit ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de comprendre à la fois la déception qui a pu être celle des milieux culturels lorsque ces mesures ont été décidées et assumées par les précédents titulaires des postes. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le projet que nous défendons. On ne parle pas uniquement d'argent. C'est nous qui voudrions savoir quel projet vous défendez. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que le budget de la culture va augmenter? Et de combien? Mais le Premier ministre l'a dit. Combien les budgets se négocient année par année. Donc là, je vais prochainement voir le ministre du budget pour négocier le budget de 2016. Donc je ne peux pas vous répondre pour l'instant, puisque je n'ai pas commencé la discussion. Mais combien vous voudriez pour répondre aux besoins? Je voudrais, pour répondre aux besoins, ce qui correspond au projet que j'ai. Par exemple, je souhaiterais beaucoup insister sur l'éducation artistique et culturelle, qui représente aujourd'hui une quarantaine quel est le montant du budget de la culture? Aujourd'hui, c'est hors audiovisuel public, c'est 3,5 milliards à peu près. Et avec l'audiovisuel public, on est à 7 milliards. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est de l'argent des Français. Donc moi, ce que je souhaite aussi, c'est bien dépenser l'argent des Français. Alors vous dites que c'est pas une logique uniquement d'inflation en disant toujours je veux toujours plus. Moi, je souhaite souhaite aussi justifier la raison pour laquelle je demande davantage. Et je demande davantage pour pouvoir servir mieux les Français. Vous battez, Fleur Pellerin, pour l'égalité des chances. Or, vous venez d'autoriser Radio France à s'ouvrir à la publicité des marques. C'est un paradoxe parce que la droite a interdit la publicité à la télé et la gauche l'autorise à la radio. Compliqué ça, non? La radio, sur Radio France, il y a déjà de la publicité, mais personne ne comprend aujourd'hui. Est-ce que vous vous engagez à maintenir le montant des 40 millions actuels ou 30 millions actuels de Radio France? Pourquoi la publicité est limitée aux mutuelles du Mans ou à un certain nombre de secteurs? Ça n'a absolument aucun sens et d'ailleurs c'est juridiquement fragile. Très bien, Omar. Donc moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est sécuriser ces recettes et faire en sorte que d'autres secteurs que les secteurs mutualistes vous les enlevez aux radios privées qui protestent. Là, vous savez ça. Je ne les enlève pas. On travaillera à volume constant, c'est-à-dire que ce qui fait l'identité du service public, c'était 30 millions, ça reste 30 millions. Il n'y a pas de long tunnel de publicité le matin, et je pense que les Français qui écoutent le service public radiophonique, ils sont très attachés. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que je régularise la situation juridique en autorisant d'autres secteurs à faire de la publicité sur Radio France, mais sans augmenter les volumes. C'est-à-dire qu'on reste, à volume constant. Vous vous engagez, on reste à 30 ou 40 millions maximum. Absolument. Très bien. Absolument. Une dernière question. Christian Jacob, président des députés UMP, réclame une commission d'enquête parlementaire sur la procédure de nomination à la présidence de France Télévisions. Il trouve, comme Mediapart et certains journaux, qu'elle a été biaisée, jouée d'avance et opaque. Est-ce qu'il faut qu'il y ait cette commission parlementaire pour qu'une fois pour toutes on dise que les procédures sont démocratiques, pluralistes et transparente, ce qu'on n'a pas tellement vu jusqu'ici? Les parlementaires sont souverains pour en décider. Donc, moi, je respecte le Parlement et la décision qu'il prendra. Mais vous voulez, ce serait bien. Moi, je considère que l'article de Mediapart ne contient pas d'éléments qui sont susceptibles de jeter le doute sur la manière dont cette sélection a été faite. Mais si les députés, les parlementaires estiment avoir besoin d'informations complémentaires, c'est leur plus grand droit et ils devront le faire s'ils l'estiment nécessaire. Il paraît que maintenant vous lisez. Qu'est-ce que ça veut dire?
Que je n'ai vous jamais lisez cessé de lire Jean-Pierre Elkabbach. Non, les fiches et les dossiers techniques. J'ai dit que je lisais moins, ce qui est non, normal mais maintenant lorsqu'on vous lisez, travaille c'est ce que je veux dire. Vous lisez 16 heures par jour. Parce que je veux vous offrir. Et j'ai les toujours... deux dernières Non, mais Pléiades. Jean-Pierre Elkabbach, je n'aime pas tellement cette espèce d'approche un peu méprisante. J'ai toujours beaucoup lu. C'est pas méprisante, moi j'aime beaucoup la culture et la lecture. Voilà, moi aussi. Donc nous rejoignons. Regardez Bibliothèque Médicis, ce serait fixé ce qu'on fait à Europe 1. Je vous offre les deux dernières Pléiades. Vous savez ce que c'est? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup parce que c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. Merci Fleur Pellerin d'être venue en direct ce matin. Et bon anniversaire à Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes sensibles. Demain, il y aura un grand concert. Et vous voyez qu'on est bien reçu à Europe 1 aussi. Hein. Très bien, merci.